le vandale lance une pierre à travers la vitre, puis utilise sa veste pour se protéger des éclats restants dans le cadre en la soulevant soigneusement par-dessus le rebord. Retenu ? Quelle blague. Il escalade dans la classe, époussetant les morceaux de verre de sa veste. Il se vengerait ce soir. Le bruit des fournitures de peinture dans son sac à dos le confirmera. Il ouvre le sac, saisit 2 bombes, les secoue énergiquement, puis s'avance dans le couloir. Les 2 bras tendus, le vandale pulvérise dans toutes les directions. Des traînées et des éclaboussures rouges recouvrent les murs, casiers et manteaux d'élèves distraits. Il continue de courir, recouvrant de plus en plus les cols de rouge. Il saute sur les tables, griffonnant des gribouillis cramoisis et des obscénités sur le principal, à l'endroit où les élèves mangent normalement. Il ne s'arrête que lorsque ces 2 boîtes qu'il manie commencent à faire un bruit caractéristique de secousse vide. Il met tout dans son sac, prend une batte de softball et un masque de paintball. Il met le masque sur son visage et commence à agiter la batte de manière sauvage. Il fracasse les fenêtres et les bureaux, ouvre à coups de pied les portes des toilettes. Les toilettes sont remplies de papier toilette avant qu'il n'appuie sur la chasse, laissant l'eau rance déborder, formant une flaque autour de ses baskets. Semant le chaos partout en pulvérisant, donnant des coups de pied et cassant, il ne remarque pas les mots apparus sur les tableaux noirs de chaque salle de classe. S'il vous plaît, ça fait mal. Pourquoi fais-tu cela ? Comme si l'école elle-même voulait qu'il arrête. Le vandale estime son œuvre achevée. Il doit partir avant que quelqu'un remarque ce qu'il a fait. Mais en se dirigeant vers la fenêtre qu'il a cassée, il découvre qu'elle est intacte. Curieusement, il a dû se tromper de salle de classe. Sortant dans le couloir, il va vers la porte de la salle suivante et continue de marcher. Elle ne se rapproche pas. Le couloir semble simplement s'étirer à l'infini, où le vandale ne bouge pas du tout et reste coincé au même endroit. Sous ses pieds, le sol bouge de lui-même sous chaque pas, comme la bande d'un tapis de course. Il s'arrête, observant le sol d'un air confus. Mais le sol continue d'avancer, le propulsant en arrière vers un mur. Il s'écrase avec un bruit sourd, l'air s'échappant de ses poumons. Renversé, il tombe face la première, emporté par le sol mouvant, imbibé de peinture et d'eau. Le vandale tente de se relever, mais le sol en mouvement rapide l'en empêche. Autour de lui, les murs et les plafonds bougent, se reconfigurent comme un énorme Rubik's Cube. Des parties de l'école défilent à toute vitesse près de sa tête alors qu'il est propulsé à travers le couloir convulsif et déroulant jusqu'à ce que le sol cesse de bouger. L'arrêt soudain propulse le vandale en avant, l'envoyant rouler vers le mur solide devant lui. Une rangée de casiers glisse en vue, l'un d'eux s'ouvre et le rattrape avec le bruit fort du craquement d'os. Un rouge différent, plus profond, commence à se déverser du casier alors que sa porte se ferme brusquement et se verrouille. Quelque temps après, le 9 décembre 1999, la fondation SCC a pris le contrôle de l'école primaire du nord de Washington, près de la région du Glacier Peak, des montagnes Cascades. Depuis les événements anormaux qui s'y sont produits, le bâtiment a été évacué et pratiquement abandonné. Au départ, la fondation n'avait aucune idée qu'une activité anormale avait jamais eu lieu sur le site. L'école désaffectée avait été réquisitionnée pour confiner temporairement une toute autre anomalie. SCP censuré, ce n'est que lorsqu'un agent de terrain a remarqué quelque chose d'inhabituel et a informé les autres membres du personnel de la fondation que ces plans de confinement temporaire ont dû être abandonnés. Cependant, cela s'est produit après la fin des procédures de transfert, augmentant les risques pour le personnel sur place pendant la coordination du plan d'évacuation. L'agent de terrain qui a demandé à rester anonyme dans la documentation officielle de la Fondation a pris connaissance de plusieurs rapports de police locaux qui détaillaient un certain nombre de cas de personnes disparues. Dans tous ces incidents, l'école élémentaire du nord de Washington était le dernier endroit où les victimes ont été vues vivantes. S'attendant à une éventuelle menace anormale active dans la zone, la Fondation SCP a envoyé la Division 3 de la Force d'intervention mobile, PSICEPT, également appelée Home Improvement, compte tenu de leur penchant pour la neutralisation des bâtiments anormaux. PSICEPT est arrivé et a commencé à évaluer la zone, à la recherche de menaces, avec l'autorisation de détruire l'ancien site de confinement si nécessaire. L'équipe a traversé l'entrée principale, vérifiant leurs angles alors qu'ils balayaient chaque bureau d'administration individuel qui était situé près de l'entrée dans le secteur sud de l'école. L'équipe, en formation serrée, a suivi un couloir vers le nord menant à une grande salle ouverte qui servait auparavant de cafétéria et d'auditorium.
Les espaces adjacents à cette zone, tels qu'une salle de bain et une petite scène, ont été examinés pour déceler toute activité anormale. Psisept s'est ensuite mobilisé depuis l'est de l'école pour vérifier les salles de classe. L'école elle-même était relativement petite, un seul emplacement, avec seulement 6 salles de classe au total. Balayer chacune d'elles minutieusement à la recherche de signes d'activité anormale n'a pris que quelques minutes, mais certains des opérateurs de Home Improvement semblaient sur les nerfs. Plus d'un a signalé avoir repéré des mouvements sur les murs ou les carreaux sur les sols et les plafonds. Leur officier commandant les a balayés avec les lampes torches et les viseurs laser de chaque fusil d'assaut des opérateurs. Pour eux, il n'y avait rien d'extraordinaire. L'équipe a découvert l'ancienne zone de confinement de la Fondation, désormais désaffectée et murée. En plaçant une charge de démolition contre le mur, une explosion contrôlée a déchiré la maçonnerie. Psisémantine est entrée dans la pièce, arme pointée, sur la tente de confinement. Une masse ombragée se révéla derrière le fin matériau, éclairée par la lumière de leurs accessoires. Le commandant a pris la tête, soulevant le rabat de la tente de confinement avec son fusil, seulement pour que le faisceau de sa lampe torche vacille sur un tas de corps. Ils étaient 7, allongés à l'intérieur de la tente, immobiles. Un examen approfondi des opérateurs de la Fédération internationale de motocyclisme a révélé que chacun correspondait à une description dans les rapports de personnes disparues. Les personnes disparues de l'école primaire du nord de Washington ont été retrouvées. Aussi récupérée dans la tente était une petite sphère noire, initialement pensée être un objet anormal de quelque description. Mais en y regardant de plus près, le commandant s'est rendu compte que c'était un jouet en plastique, rare, mais que lui et son sergent reconnaissaient. C'était une boule magique numéro 8. Aucun d'eux n'en avait vu un depuis des années. Avec la localisation des personnes disparues établie, la division 3 de Taille 7 se préparait à exfiltrer du site de confinement déclassé, mais c'est en revenant sur leurs pas qu'ils sont venus qu'ils ont remarqué que quelque chose avait changé. Un détail qui serait passé inaperçu si le commandant de l'escouade n'avait pas insisté pour effectuer un balayage supplémentaire du bâtiment alors que les rénovateurs partaient. Un membre de l'escouade a balayé une salle de classe avec sa lampe torche éclairant le tableau noir. Sur celui-ci se trouvait un message qui n'était pas là lors de leur vérification précédente de la salle de classe. Le message disait « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal ». MTF, Psi7 ont été évacués de la zone car il est rapidement devenu évident qu'ils avaient établi un premier contact avec une anomalie précédemment non détectée. Au début, les nombreuses disparitions avaient été faussement attribuées à SCP, rédacté l'anomalie précédemment contenue dans l'école abandonnée. Cependant, il semblait maintenant qu'une autre entité était présente au sein de l'école primaire du nord de Washington. Une évaluation de la menace par la Fondation l'a jugée tout aussi susceptible d'être la cause des multiples disparitions, surtout depuis que la contention temporaire de SCP rédactée avait été déplacée avant l'enquête de Psi7. En l'an 2000, après la sécurisation complète du site et la mise en place de mesures de confinement temporaires autour du bâtiment, le chercheur principal McKnight a été chargé de superviser les efforts de la Fondation pour comprendre la nature exacte de ce à quoi il faisait ses effaces. La division 3 de la force d'intervention mobile Psisept est restée pour sécuriser les lieux. Un détachement de leurs opérateurs a guidé McKnight dans la salle où le message anormal à la craie avait été découvert. Cela n'a été possible qu'après que les opérateurs de la Fédération internationale de motocyclisme aient eu du mal à trouver la bonne porte pour accéder à la salle de classe. Ceux qui étaient là la nuit de la fouille semblaient indiquer que certaines des portes intérieures de l'école avaient été déplacées, et certaines même carrément enlevées, bien que cette idée ait été rejetée comme étant simplement une illusion due au fait que l'école avait un aspect différent pendant les heures de jour. Une fois dans la salle de classe, le chercheur McKnight a pu mener un entretien préliminaire avec l'entité à l'intérieur de l'école primaire du nord de Washington. Il ne communiquait que par écriture à la craie sur le tableau, rallongeant l'entretien au grand agacement de McKnight, impatient de nature. Alors que McKnight écrivait des questions sur le tableau, il a rapidement été établi que l'entité pouvait lire et aussi qu'elle n'avait pas de nom. Interrogé sur la raison du placement de la boule magique 8 dans la tente de confinement, l'entité a répondu par un message à la craie « C'était magique, alors je devais la garder en sécurité ». Le chercheur McKnight a demandé à l'entité la raison des 7 meurtres. L'entité est restée silencieuse pendant un moment notable avant de répondre. Puis, dans une écriture nettement plus mauvaise, la réponse de l'entité était qu'elle essayait simplement d'aider. Ensuite, il a refusé de répondre, provoquant la colère de McKnight qui a mis fin abruptement à l'entretien. Cependant, une chose était claire, il y avait une sorte d'anomalie résidant à l'école élémentaire abandonnée du nord de Washington.
Les équipes de recherche ont rapidement évoqué la possibilité d'une rencontre avec un fantôme. Une rumeur populaire était que l'école et ses terrains étaient hantés par l'esprit d'un élève décédé. Même les opérateurs de la mobile Task Force Psy-7 ont commencé à adhérer à cette idée, qui semblait expliquer les étranges mouvements qu'ils pensaient avoir aperçus à l'intérieur. Toutefois, rien n'a pu être confirmé avant que la Fondation n'effectue une évaluation psychologique approfondie de l'entité, menant à l'affectation du Dr Underwood, expert en psychiatrie anormale, pour l'évaluer. Après son transport en avion sur le site et son guidage dans l'école, le Dr Underwood a été conduit en classe où on lui a expliqué les procédures de communication. En écrivant au tableau, elle s'est présentée comme la nouvelle psychologue de l'entité. En réponse, l'entité semblait ignorer ce qu'était un psychologue, ce qui a amené le Dr Underwood à préciser qu'elle avait été désignée pour s'assurer que l'entité était heureuse. Il a immédiatement préféré son approche au comportement abrupt du chercheur principal McKnight. Il semblait considérer lui et les opérateurs Mobile Task Force qui avaient été présents lors de l'entretien préliminaire comme une présence perturbante. Il était nettement plus ouvert à la perspective de passer plus de temps avec le psychologue anormal à la place. Le Dr Underwood a noté que, contrairement aux réponses qu'il avait données lors de l'entretien précédent, les phrases écrites à la craie par l'entité se terminaient maintenant par un point grammaticalement correct. Intriguée par ce détail, elle a questionné l'entité sur les raisons de cette façon de conclure ses phrases. L'entité a répondu « J'ai vu que vous l'utilisiez, alors je le fais ». Il est apparu au Dr Underwood que cette entité possédait la capacité d'apprendre et pouvait adapter son propre comportement et ses réponses en fonction de nouvelles informations. Elle a pris des dispositions pour qu'un professeur de langue commence à lui enseigner pour améliorer sa communication écrite dès que possible. Avant la fin de l'évaluation psychologique, on a demandé à l'entité s'il y avait autre chose en tête. Lorsqu'elle a été sollicitée, elle a demandé des nouvelles des 7 personnes disparues qui avaient été retrouvées mortes dans l'attente de confinement. Au lieu de répondre honnêtement, le Dr Underwood a choisi de mentir par omission, répondant qu'ils étaient en sécurité et que l'entité n'avait plus à se soucier d'eux. Au cours des sessions suivantes, le Dr Underwood a pu déterminer beaucoup de choses sur le comportement de l'entité, construisant un profil psychologique complet et détaillé de l'anomalie. Elle a déduit qu'en plus de montrer une sentience claire, elle possédait un niveau d'intelligence et des capacités de communication au niveau d'un enfant de 7 ans d'acuité moyenne. Il a également été noté la manière continue dont l'entité a montré des capacités d'apprentissage rapide. C'était évident grâce à ses leçons continues avec un tuteur de langue de la Fondation. Les messages à la craie de l'entité, auparavant truffés de fautes, se sont significativement améliorés grâce à l'enseignement reçu. Les chercheurs ont aussi examiné le nombre de terrains abandonnés de l'école élémentaire du nord de Washington influencés par l'entité. Au départ, étant donné qu'elle utilisait le tableau de la salle de classe comme principal moyen de communication, on a d'abord supposé qu'elle n'avait qu'un contrôle limité sur une salle spécifique, avec la capacité de manipuler la zone environnante à un degré moindre. Cependant, en menant des tests où ils ont tenté de communiquer avec l'entité à partir des tableaux de différentes salles, les chercheurs ont vu la poussière de craie sur chacun d'eux être réarrangée pour former des réponses. Il semblait que l'entité pouvait dire quelle salle était habitée et dans laquelle le tableau était utilisé pour lui parler. En élargissant les tests au-delà des simples salles de classe à l'échelle plus large de l'école abandonnée, il est devenu évident pour les équipes de recherche de la Fondation des divisions d'architecture et d'ingénierie anormale que cette entité n'était pas seulement consciente, mais aussi pleinement sapiente. Elle pouvait déterminer quand une pression était appliquée par des pas ou d'autres stimulations tactiles à différentes parties de l'école, réagissant à des forces aussi petites qu'un millinewton. En somme, elle percevait le toucher à sa façon. L'entité détectait les changements de niveau de chaleur dans la structure, permettant, selon les chercheurs, une vision similaire à l'imagerie thermique. Le bâtiment de l'école lui-même semblait agir comme un conduit pour les sens limités que possédait l'entité, lui permettant de percevoir l'activité dans différentes parties de l'école, plus précisément, différentes parties d'elle-même. Il semblait que cette entité n'était pas une anomalie incorporelle habitant le bâtiment de l'école vide, c'était l'école elle-même. Un être anormal entièrement sentient et sapient. Le Dr Underwood a poursuivi les consultations psychologiques avec l'entité, surveillant de près ses progrès à mesure que sa communication s'améliorait. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des préoccupations, il y avait une question constante que l'entité ne cessait de soulever lors de plusieurs sessions. Il voulait savoir quand il pourrait commencer à aider la Fondation.
Cette demande était quelque chose que le docteur Underwood n'était pas autorisé à permettre, l'obligeant à répondre qu'elle n'avait pas de réponse, bien qu'elle encourageait l'entité à continuer son bon travail afin que les approbations pertinentes soient délivrées par les supérieurs de la Fondation. Lors d'une évaluation psychologique régulièrement programmée, qui a eu lieu au moins une décennie après sa découverte initiale, l'entité s'est exprimée en créant un dessin à la craie représentant un bonhomme souriant portant une blouse de laboratoire qui était étiquetée comme Dr Underwood. Dans le dessin simple, elle se tenait à l'intérieur d'un grand rectangle qui était étiqueté « Moi ». Peu de temps après, l'autorisation a été accordée à l'entité pour commencer les premières étapes d'une série prolongée d'exercices d'entraînement de base adaptés à son niveau d'intelligence et de compréhension. Comme il avait demandé la permission d'aider la Fondation, le docteur Underwood avait obtenu l'autorisation appropriée pour permettre cela. L'entité s'engageait dans sa formation avec un mélange de trépidation et d'excitation. Le docteur Underwood l'a encouragé avec de doux rappels qu'il ne fournissait que des tests qui aideraient à préparer l'entité pour le véritable travail d'aider la Fondation un jour. C'est du moins ce qu'elle pouvait dire. La Fondation avait à ce moment-là établi le site 211 autour de l'école anormale, le bâtiment lui-même étant désigné comme l'unité 1 de cette installation. Pour le public, ils ont propagé l'histoire qu'il s'agissait d'un centre de recherche géologique. Des points de contrôle de sécurité ont été établis sur toutes les routes menant à et partant de la zone, dissuadant strictement tout accès à moins d'être autorisé par la Fondation SCP. Les gardes ont reçu l'instruction de patrouiller le périmètre en tout temps, surveillant les entrées du bâtiment. Le personnel de la Fondation voulant entrer dans l'école, y mener des expériences ou interagir avec l'entité doit obtenir l'autorisation du directeur du site McKnight. Avec l'approbation du Conseil O5, le projet 3970 était prêt à démarrer immédiatement. L'entité anormale, désignée sous le nom de SCP-3970, n'était plus soumise à des tests, mais était désormais utilisée par la Fondation comme site actif de confinement anormal. Lors de l'interaction avec le bâtiment anormal, le personnel, dont le Dr Underwood, devait feindre de suivre des procédures de formation. En réalité, l'ampleur totale de son utilité anormale pour la Fondation était constamment affinée, devenant d'autant plus efficace lorsqu'il s'agissait de maintenir d'autres anomalies contenues. Grâce à un enseignement continu et à l'amélioration de ses compétences en communication, SCP-3970 a développé une mémoire photographique presque parfaite, en grande partie grâce à son imagerie thermique anormale. La nature coopérative de l'entité et son intense désir d'aider la Fondation en ont également fait un atout incroyablement précieux et malléable. Il n'y a eu aucun cas enregistré où elle a blessé ou eu l'intention de nuire au personnel de la Fondation, même pas involontairement. Le seul obstacle potentiel à son utilité était que SCP-3970 exprimait un niveau d'anxiété significatif concernant la containment d'objets anormaux. C'est quelque chose que la Fondation a pu contourner. En continuant à ne lui fournir que des informations limitées et en contrôlant ce qu'il lui enseignait, la Fondation a pu empêcher SCP-3970 de faire la différence entre les propriétés normales et anormales. En bref, si des objets ou des créatures anormaux étaient rendus contenus là, qu'ils soient inoffensifs ou potentiellement dangereux, SCP-3970 n'en serait pas plus sage. Ils avaient été déterminés que SCP-3970 possédait un contrôle mécanique total sur sa structure, pouvant influencer la position des portes, le déplacement des murs, sols et plafonds, gérer les systèmes anti-incendie et même reconfigurer sa plomberie interne et son câblage électrique. Cela signifiait que la Fondation pouvait manipuler le bâtiment doué de raison afin qu'il soit parfait pour le rôle initialement prévu. SCP-3970 était autrefois l'école primaire du nord de Washington. Maintenant, c'était le site 211 de la Fondation. L'influence de SCP-3970 s'est propagée aux structures externes bâties et ajoutées autour de l'école d'origine. Les équipes d'architecture et d'ingénierie anormale, qui avaient évalué l'emplacement anormal auparavant, ne se contentaient pas d'évaluer ses capacités, mais le remodelaient d'une vieille école primaire à une installation de Fondation entièrement fonctionnelle. Toute addition permanente à la structure pourrait être contrôlée par SCP-3970 lui-même, contrôlé par la Fondation, via des mensonges par omission limitant ses informations et connaissances. Quand on a interrogé la moralité de limiter ainsi la conscience du bâtiment, le directeur du site McKnight a éclaté de rire face au comité d'éthique. Il a justifié la suppression effective du développement de SCP-3970 en soulignant que la Fondation ne pouvait communiquer avec l'entité que par le biais de tableaux noirs. Toutes les tentatives d'installation d'autres moyens de communication ont échoué. Comment pouvait-il lui en apprendre davantage, pensait-il ?
Le site de 111 couvrirait une superficie environ 30 fois supérieure à celle de l'école d'origine, aussi appelée Unité 1 par la Fondation. SCP-3970 semblait avoir une influence illimitée, capable de contrôler toute l'installation et d'effectuer plusieurs tâches simultanément sans perte d'efficacité. Il continuerait à grandir et à s'améliorer, augmentant sa capacité à confiner les anomalies que la Fondation choisissait de garder sur place. Après tout, SCP-3970 avait voulu en contenir 2 et la Fondation s'est assurée qu'il le faisait. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-26 retenu après l'école.